Valorisation boursière. Le marché action US est-il hors de prix? Alors chers amis, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun. Nous sommes le lundi 28 août 2023. Format court, format compact, je compte sur vos likes pour me montrer aussi que ce format vous plaît. La question de la cherté relative du marché action américain. Alors que ce dernier corrige depuis un mois, après avoir retracé dans sa tendance haussière 80% du bear market de 2022, c'est à s'arracher les cheveux. Bref, on parle beaucoup la certitude fondamentale. La récession, l'inflation, la seconde vague d'inflation, la Chine, la guerre en Ukraine, les tensions géopolitiques, que sais-je encore. D'ailleurs, au passage, petite parenthèse, cette semaine, vous avez 2 des 3 plus importants chiffres que suit la Réserve fédérale des États-Unis pour orienter sa politique monétaire. Vous savez, c'est le débat. Le 20 septembre prochain, va-t-il y avoir un statu quo de la Fed? En fait, la Fed a-t-elle déjà atteint son taux terminal? Cette semaine, le rapport NFP, l'inflation PCE, je souligne aussi le PMI manufacturier de l'ISM, mais surtout le rapport NFP, le juge de paix. Je vous renvoie à ma vidéo de la semaine dernière sur la probabilité d'une récession, mais revenons au sujet. Le marché action américain est-il cher? C'est de la valorisation boursière. Alors, vous connaissez par exemple le Warren Buffett Indicator. Ce principe qui consiste à comparer la capitalisation boursière totale au produit intérieur brut. Oui, bien là, le marché action américain, c'est 160% du PIB américain. Nous serions depuis déjà plusieurs mois en excès de valorisation, voire en bulle, selon Warren Buffett. Oui, mais, vous prenez le price earning ratio forward du S&P 500. Mais non, les actions ne sont pas chères. Elles sont même sous la moyenne des 10 dernières années. Ben oui. Parce que les bénéfices forward anticipés, j'ai déjà eu l'occasion de vous le montrer, ils sont tout en haut. L'optimisme exacerbé des analystes financiers. Alors qui a raison? On va faire ça justement proprement. Je vais vous présenter un certain nombre de choses. On va regarder tout en détail. Mais au total, je vais vous présenter 7 ratios de valorisation pour le S&P 500. Je vous donne le plan, puisqu'on a dit qu'on faisait des vidéos courtes et compactes. Eh bien, respectons l'objectif. Première partie, les temps forts fondamentaux de la semaine. Décidément, fondamentaux de la semaine. Le NFP, c'est vendredi prochain, vendredi 1er septembre. Vous savez, c'est l'ultime juge de paix. Ne serait-ce que le jour où vous avez, pour la première fois, un mauvais rapport NFP. Déjà, les créations d'emplois sont positives, mais sont dans une dynamique de repli. C'est plutôt moyen. Mais le jour où vous avez une inflexion haussière du taux de chômage aux États-Unis, boum, c'est la récession qui gagnera en probabilité, c'est la Fed qui pivotera, ou en tout cas va commencer à se jeter un peu plus du côté de la croissance que de l'inflation, et c'est à ce moment-là l'envolée du marché obligataire. Mais pour l'instant, effectivement, ce n'est pas le cas. Peut-être que le rapport NFP de vendredi sera encore super solide, on verra. En tout cas, NFP ISM et inflation PCE à suivre donc cette semaine. Alors, le sujet de la vidéo, le S&P 500 est-il beaucoup trop cher? Est-il hors de prix? Est-il bon marché? La réponse en 7 ratios de valorisation, vous allez voir, c'est passionnant. Moi, le petit plus de cette vidéo, c'est qu'au-delà de vous présenter ces 7 ratios de valorisation, je vais vous donner mes 2 préférés, ceux que j'estime être les 2 plus pertinents pour avoir une vision d'ensemble. Donc on va faire le Price Earning Ratio classique, donc le TTM, 12 Trailing Months, le Price Earning Forward, en tenant compte le rapport entre le prix et les bénéfices anticipés, le Price Earning de Shiller, le Price to Book, le Price to Sales, le rapport entre le prix des actions et les chiffres d'affaires. Ça, c'est important. Le Warren Buffett Indicator. On va aussi regarder les S&P 500 Earning Yields et on va comparer ça au marché obligataire. Donc, on va faire un boulot quand même assez sympathique. Je vais aussi vous montrer comment ça se travaille. C'est-à-dire que lorsque vous avez un ratio de valorisation, on va faire des petites mathématiques de base. On va simplement regarder pour chacun d'entre eux la moyenne. Et puis, on va regarder plus écart type, moins écart type. Un écart type positif, un écart type négatif, c'est la dispersion autour de la moyenne. Et vous allez voir que historiquement, le marché action est vraiment cher et est proche d'un renversement à la baisse lorsqu'on est à un écart type au-dessus de la moyenne. Et inversement, c'est souvent les points bas lorsqu'on est à moins 1 écart type, moins 1 sigma de la moyenne. C'est exactement ce qui s'est passé lorsqu'on a fait le creux du marché en octobre 2022. Bon, je vais montrer ça tout à l'heure. Ensuite, le facteur X, bien sûr, ce sont les anticipations de profit, toujours perchées. Alors, on va faire un point sur ça, sur les résultats des entreprises du Q2 et sur les anticipations.
Je vais vous montrer que historiquement, la courbe des profits prospectifs est toujours en retard, toujours dans l'erreur. Et cette fois-ci, je suis allé vous rechercher la courbe historique des anticipations comparée à la réalité. Vous allez voir, ça devrait vous plaire. Ensuite, on va se faire les secteurs du S&P 500. Vous savez que les actions du S&P 500 sont réparties au sein de 11 super secteurs. Lequel est cher, lequel est pas cher. Alors, je vous rassure, on ne va pas se refaire les 7 ratios de valorisation pour chacun des 11 secteurs. Les 7 ratios de valorisation, je le fais pour le S&P 500. Pour chacun des 11 super secteurs, j'ai retenu un ratio de valorisation qui me semble être le plus pertinent. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est le price earning de Shiller. Et enfin, point technique court terme, ça fait un mois qu'on retrace depuis fin juillet. Parce que fin juillet, et je vous l'avais montré dans le Top Gun, il y avait du surachat partout, des divergences baissières partout, notamment sur les stars de la tech. Ça a corrigé. Est-ce que le surachat est terminé? Sommes-nous enfin sur le bon support pour rebondir ou pas? On attaque. Alors c'est parti, je me suis réduit, et puis on est dans le timing, on est dans le format court. Le marché action US est-il actuellement hors de prix? Son prix est-il prohibitif? Bon, j'ai hésité pour le titre. Je viens de vous détailler le plan, je l'affiche à nouveau sous vos yeux, et puis donc on passe à la première partie. Cette semaine, rapport NFP, inflation PCE, PMI de l'ISM, les trois juges de paix pour la décision de la Fed le 20 septembre prochain. Je vous rappelle donc que plus que jamais, la tendance de fin d'année du S&P 500 est conditionnée par la mise à jour des données fondamentales clés. La tendance du S&P 500 sera d'ailleurs, comme la Fed, data dependent. Ce sont les données macroéconomiques qui guident la politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis et qui ont une importance cruciale, l'emploi, le PIB et l'inflation. Cette dernière semaine du mois d'août et ce vendredi 1er septembre voit la mise à jour de 2 des 3 datas majeures, l'inflation PCE, jeudi 31 août, et surtout le rapport NFP. J'insiste, vendredi 1er septembre. À cela s'ajoute le PMI manufacturier de l'ISM, vendredi après-midi. Ce sont en particulier les statistiques du marché du travail qui vont avoir un impact décisif sur la décision de politique monétaire de la Fed le 21 septembre prochain. Tout le monde se demande s'il y aura le statu quo. C'est vraiment... Vous imaginez. Alors oui, M. Powell a parlé au symposium de Jackson Hole. Très bien, ok, mais bon, tout ça, voilà, ça change tout le temps. C'est-à-dire que, naturellement, ce qu'a dit Jérôme, je me permets, vendredi dernier est important, mais moi je vous dis, ce qui est vraiment important là, c'est le prochain rapport NFP, c'est le 1er septembre, c'est là, c'est ce vendredi. Et ensuite, ça va, je pense, fixer pour de bon le choix que fera la Fed le mercredi 20 septembre. Retenez toutes ces dates, s'il vous plaît. Après, vous avez tout dans les agendas macroéconomiques. Ne vous stressez pas pour l'inflation. Nous sommes dans une seconde vagounette d'inflation. Oui, à mon humble avis, c'est une vagounette. Toute petite vague, quoi. C'est pas elle qui va vous faire boire la tasse. Mais il va falloir accepter que l'inflation, qui avait une belle courbe baissière, va se mettre un peu à plat. Un petit rebond, voilà. Mais voilà, tranquillement. Plus tard, elle reviendra à 2%. Et d'ailleurs, à cause du ralentissement économique, ça c'est mon opinion. Donc cette semaine, focus surtout sur le rapport NFP, et en particulier donc les chiffres du marché du travail. Vous savez, qu'est-ce qui serait un game changer? Allez, on va prendre une petite expression britannique, anglaise. Un game changer, c'est quoi? Ce serait par exemple le secteur des services américains qui ralentirait à fond. Vous avez ici, il a été mis à jour la semaine dernière, donc je vous le montre, le PMI des services aux États-Unis. Regardez la dynamique. Alors, on est encore au-dessus de 50. Mais voilà, c'est ça qui... Attention, s'il doit y avoir une hausse du taux de chômage, c'est d'abord le service. Je vous renvoie à ma vidéo de la semaine dernière où je vous ai expliqué le poids des services dans l'emploi aux États-Unis, de manière générale dans l'économie américaine. Là, le taux de chômage, il est plat tout en bas. S'il y a, en gros, le consensus, il est de dire que si on a une poussée haussière au-dessus de 4%, boum, cette fois-ci, c'est un pied dans la récession, c'est bon, on n'y échappera pas. Et cette fois-ci, la Fed confirmera avoir atteint son taux terminal. Ce n'est pas fait. Il est possible que le marché du travail reste résilient. C'est pour ça, moi, j'estime que c'est le juge de paix. Peu importe les indicateurs avancés, qui pour l'instant, c'est vrai, alors, sont en décroissance dans le secteur des services, mais au-dessus de 50. Alors, en Europe, je ne vous montre pas en Europe, c'est la cata. Le PMI de l'Allemagne, 39, bon, bref. Mais... voilà, donc voilà, alors au stade actuel, c'est la probabilité qu'il y ait un statu quo de la Fed, c'est 80%, on verra bien. En tout cas, voilà, ça ce sont les chiffres majeurs. Alors maintenant, revenons au sujet de la vidéo. Le marché action américain est-il beaucoup trop cher? Beaucoup trop cher, alors que quoi? Eh bien, alors déjà, est-il beaucoup trop cher ce marché action américain alors qu'il a retracé, voilà, en gros c'est ça, je reviens à la partie technique tout à l'heure, là vous avez le bear market de 2022, là vous voyez qu'on a un rebond depuis octobre, on a retracé 80%, depuis on est dans une vague corrective, moi j'estime que c'est soit la 4, soit en fait on fait la 4 de la 3,
Donc la 3 n'est pas finie, on fait la 4 de la 3. Soit la 3 est finie là, soit on fait une 4. En fait, on retrace ce mouvement-là. Donc voilà, ça peut aller 4002, 4003 peut-être. Là, je pense qu'il y aura un rebond, mais on n'en est pas là. Dans tous les cas, voilà. Après ce mois de correction, est-ce que le marché action américain est cher? Alors, pour répondre, on va répondre avec 7 ratios décisifs de valorisation. Voilà quelle a été ma méthodologie, parce que moi j'ai toujours une méthodologie, mais elle sera simple. Nous allons donc comparer la valeur de chaque ratio avec sa moyenne sur 10 ans et avec ses premiers écarts types. L'écart type est la dispersion des valeurs d'un échantillon de données par rapport à la moyenne, plus un écart type, alors c'est sigma pour l'écart type, moins un sigma, permettent d'obtenir des zones d'excès de valorisation à la hausse et à la baisse. Vous allez voir ça dans un instant. Premier ratio, le plus basique, le Price Earning Ratio, TTM, c'est-à-dire le prix des actions comparé aux bénéfices des 12 derniers mois. TTM pour Trailing Months. Le Price Earning Forward à 12 mois, deuxième ratio, c'est le prix des actions comparé aux bénéfices anticipés. Troisième ratio, pour moi qui est le meilleur, le Price Earning de Shiller. J'expliquerai pourquoi. J'explique d'ailleurs maintenant. Le Price Earning Shiller, de quoi s'agit-il? Il s'agit du prix des actions, non pas comparé aux bénéfices des 12 derniers mois, non pas comparé aux bénéfices des 12 prochains mois. Ah, fait soleil. J'anticipe des bénéfices en hausse de 40%. Bon. Non pas comparé donc aux bénéfices des 12 prochains mois, le price earning de Shiller, c'est la capitalisation boursière, le prix des actions, comparé aux bénéfices des 10 dernières années et à la moyenne. Et c'est retraité de l'inflation. Bah là, c'est quand même plus concret. C'est réalisé, c'est une moyenne, on dégage l'inflation, c'est propre. Et vous allez voir, pour moi, c'est celui-là qu'il faut retenir. Par exemple, vous allez comprendre pourquoi on a fait un point bas en octobre dernier en termes de valo. C'est même pas technique, c'était vraiment de la valo. Alors, quatrième, le price to book, le prix des actions, le prix du marché comparé donc à l'actif net d'une entreprise dans son bilan, donc l'actif moins le passif. Le price to sales, pour moi, est vraiment le plus important et je trouve que c'est lui qui chope le mieux les points hauts et les points bas. Le price to sales, c'est le plus important. C'est le rapport entre le prix de marché et le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, ça ne ment pas. Le total market cap over GDP ratio, la capitalisation boursière sur le PIB, c'est le Buffett Indicator. Et ensuite, on va regarder le rendement des bénéfices des entreprises du S&P 500 et on va comparer ça au marché obligataire. Vous allez voir qu'actuellement, le rendement des bénéfices est 5% et le taux obligataire à 10 ans américain, il est à 4, il est à 4,5, il est à 4,5. Il est à, je vais vous dire ça exactement, il est à 4,2. Donc, il y a maintenant il y a un équivalent. Il y a la prime de risque des actions. Bon, vous avez compris. Alors, donc maintenant, je reviens quand même, on va tous les regarder dans l'ordre. Alors je commence par, ce n'est pas le premier, c'est le Warren Buffett Indicator. Lui nous dit, vous avez tout ici, lui nous dit qu'on est complètement suracheté, en bulle comme jamais. Alors, vous l'avez ici, la ligne verte, c'est la comparaison de la total market cap sur le PIB américain. Actuellement, le marché action américain représente 164% du PIB américain. Vous avez ici la grille de lecture. Et donc, lorsque le ratio est supérieur à 149%, c'est significativement surévalué. C'est la bulle. Voilà. Donc, selon Warren Buffett, nous sommes là. Alors, lorsqu'on fait maintenant total market cap divisé par le PIB plus le total des assets de la Fed, on obtient 125%. Mais alors, nous serions là à la limite entre surévalué et une fair value. Donc voilà, il faut voir ça entre les deux. Alors maintenant, regardons le price earning classique. Regardez bien ce que vous avez sous les yeux. Vous avez donc le price earning ratio classique, la comparaison entre le prix des actions et les bénéfices des 12 derniers mois. Actuellement, le PE ratio est de 25. Alors vous voyez, là, c'était la crise sanitaire et là, ça a été la bulle post-Covid. Regardez. La moyenne sur 10 ans est ici, donc elle est à 23,5, la ligne en pointillé. Et là, vous avez plus un écart type, moins un écart type. Regardez, le point bas du Covid, il avait été fait lorsqu'on était à moins un écart type par rapport à la moyenne. Regardez le point bas d'octobre 2022 sur le S&P 500. Le point bas d'octobre 2022 ici sur le S&P 500, il a été fait lorsque le PE ratio était revenu pile poil à moins un écart type, moins un sigma ici, par rapport à la moyenne. Donc là, avec le PE de Shiller, avec le PE classique, on est au-dessus de la moyenne, mais on n'est pas revenu. En fait, c'est surévalué si on est au-dessus d'un écart type. Donc voilà, on est au-dessus de la moyenne. Est-ce que c'est cher ou pas? C'est plus cher que la moyenne.
Ça, c'est pour le PE classique. Maintenant, regardons le PE forward. Lui, le PE forward, on va le regarder donc pareil depuis 10 ans. Alors là, le PE forward, c'est incroyable. Il nous dit que les actions sont archi pas chères. Vous avez donc là la moyenne qui est ici à 23,50. Le PE forward est à 19. Nous sommes à moins un écart type de la moyenne. Et d'ailleurs, c'est là où ça chope souvent les bottoms. Bon, comme en octobre 2022. Et là, voilà, nous sommes revenus à moins un écart type de la moyenne. Oui, mais le problème, c'est que ce que vous avez ici sous les yeux, le PE forward, c'est le rapport entre le prix du marché et les bénéfices anticipés. Et je vous ai déjà montré la semaine dernière, mais je vais vous remontrer plus loin dans la présentation, que les bénéfices anticipés sont perchés tout en haut. Donc oui, là, les actions américaines ne sont pas chères. Si les analystes financiers, encore eux, ont raison d'envisager une forte hausse des bénéfices fin 2023 et surtout sur 2024, mais ils sont d'un optimisme incroyable. Bon. Dans ces cas-là, s'ils ont raison, oui, foncez, achetez du SP500. Moi, je vous dis, le PE forward, je l'exclus. Enfin, je l'intègre à ma méthodologie. Mais il est minoritaire pour moi. Car il est basé sur un facteur qui est les anticipations de bénéfices. Et vous allez voir dans le slide d'après, toujours en retard, toujours dans l'erreur, toujours archi-optimiste. Donc moi, celui-là, je l'écarte. Donc on a vu qu'avec le PE classique, on n'est pas hyper cher, mais on est quand même au-dessus de la moyenne. Avec le PE forward, c'est open bar, hein, c'est pas cher, c'est les soldes. Maintenant, voilà le meilleur d'entre tous, le price earning de Shiller, qui compare, on va aussi prendre sur 10 ans, vous avez donc à nouveau ici la moyenne, plus un sigma, moins un sigma, donc plus un écart type, moins un écart type. Et constatez par exemple que depuis 10 ans, le point bas du Covid avait été fait juste en dessous de moins un écart type. Et là, donc, on rebondit. Alors, on est au-dessus de la moyenne. Le PE de Shiller est au-dessus de la moyenne de 10 ans. Par contre, regardez, sur 20 ans, si je mets 20 ans de PE de Shiller, attention, le point bas du Covid s'était fait à la moyenne. Et là, on est revenu à plus un écart type. Et là, c'était la bulle spéculative du Covid en termes de ratio de valorisation, où le PE de Shiller était monté à 39, ce qui est n'importe quoi. Donc, attention, sur 20 ans, on est proche de la surévaluation. Par contre, à 10 ans, non, on est au-dessus de la moyenne. Donc, en tout cas, on n'est pas bon marché. On est quand même plutôt cher. À partir du moment où on considère que plutôt cher, c'est au-dessus de la moyenne. Maintenant, regardons le price to book, le rapport entre le prix des actions américaines et l'actif net. Donc l'actif moins toutes les dettes en gros, et là on est méga cher. Alors là on va prendre déjà sur 20 ans, sur 20 ans on est largement au-dessus d'un écart type, on explose la moyenne, on est au-dessus d'un écart type, sur 10 ans on est au-dessus d'un écart type. Bon là en termes de price to book c'est hyper cher, il n'y a pas de sujet, c'est comme le Warren Buffett indicator. Maintenant le price to sales est sous vos yeux, le rapport entre le prix et le chiffre d'affaires. Regardez comme c'est passionnant sur 10 ans. Le point bas du Covid s'était fait à moins un écart type. Le point bas d'octobre 2022, on était revenu à la moyenne avec environ le S&P 500, la capitalisation boursière totale qui représentait 2,16 fois les chiffres d'affaires. Et là, regardez, c'est intéressant, le point haut qu'on a fait fin juillet, on est revenu chercher plus un écart type. Ici, le point haut qu'on a fait ici sur le S&P 500, en termes de price to sales, plus un écart type. Donc là, on est aussi quand même globalement plutôt cher. Et ensuite, là, je vous ai mis pour le principe, pour information, le rendement des bénéfices du S&P 500, qui est à 5%, ce qui est équivalent donc, au rendement obligataire à 2 ans américain, et c'est un peu plus que le 10 ans. Donc la prime de risque n'est pas énorme par rapport au marché obligataire. Pour moi, c'est encore une illustration qu'il faut augmenter le poids des obligations dans son portefeuille. Alors, faisons donc un bilan des courses. Effectivement, nous venons donc de passer les actions du S&P 500 au crible de 7 ratios de valorisation. Globalement, ces ratios indiquent un marché action plutôt cher, voire très cher selon le Buffett Indicator. Par contre, seul le price earning forward indique que les actions sont encore très bon marché, car cela est basé sur un facteur qui est, j'appelle le facteur X, c'est celui sur lequel tout le monde s'interroge, qui est lié au débat sur la probabilité d'une récession en 2024 ou pas. S'il n'y a pas de récession, ils auront sûrement raison, les analystes financiers, à anticiper de tels bénéfices en hausse. S'il y a une récession, ils ont tort. Et dans ces cas-là, ce que vous dit actuellement le PE Forward, c'est complètement erroné. Et dans ces cas-là, les actions sont chères. Et donc, vouées à corriger. Mais s'ils ont raison, au final, si on regarde quand même au final le PE de Shiller, ce qu'on peut dire, c'est que les actions américaines sont valorisées au-dessus de leur moyenne des 10 et 20 dernières années.
Mais d'après le PE de Shiller, on n'est pas non plus en survalorisation. Il peut rester une marge de progression. On peut aller chercher un peu au-dessus des records des records de décembre 2021, selon le PE de Shiller, et s'il n'y a pas de récession. Par exemple, typiquement en cas de soft landing. Bon, c'est-à-dire une croissance qui ralentit, mais qui reste positive. Donc, en réalité, la clé se trouve encore dans les bénéfices prospectifs, dont les attentes pour 2024 sont très haussières. S'agit-il d'un excès d'optimisme eu égard au passage d'un monde des taux d'intérêt zéro à un monde où les coûts de financement sont maintenant entre 5 et 10%, et c'est surtout l'année prochaine que les entreprises vont renouveler leurs besoins de financement. Globalement, les résultats du T2 ont été en baisse, en rythme annuel, mais le consensus ayant été battu, ça a plutôt soutenu les actions. Maintenant, voilà, le consensus des bénéfices prospectifs, il est encore archi favorable. Je vous l'ai montré ici, on peut se poser la question, voilà ce qu'envisage, regardez un peu l'optimisme, après le petit trou d'air là, de début d'année, l'optimisme des analystes financiers qu'on retrouve donc ici. Bon, alors, et donc le PE Forward, il est basé là-dessus. Le PE Forward, il est basé là-dessus. Donc, alors, comment expliquer un tel optimisme? C'est-à-dire que, déjà, l'optimisme et le fait d'être en retard, c'est inscrit dans les gènes des analystes financiers. Vous ne me croyez pas? Je vais vous montrer ça tout de suite sur un graphique. D'autre part, certains font le pari qu'il y aura un minimum de croissance économique et que le système capitaliste, que les entreprises, que les consommateurs vont réussir à s'adapter aux nouvelles conditions de financement, quand bien même, brutalement, elles ont été revues en hausse en l'espace d'un an. Cet optimisme sera peut-être la voie que choisira de suivre l'économie. On verra. Et c'est pour ça que c'est ce débat permanent autour de la probabilité d'une récession. La courbe des bénéfices prospectifs a toujours été trop optimiste et en retard sur les profits réels des entreprises. Nous venons donc de constater que les analystes financiers sont très largement optimistes dans la capacité des entreprises à avoir des bénéfices en hausse fin 2023 et sur l'ensemble de l'année 2024. Le consensus des analystes financiers considère que la plupart des entreprises industrielles et des services vont échapper aux ravages de la nouvelle courbe des taux d'intérêt en opposition avec le secteur bancaire ou encore l'industrie de l'immobilier. La majeure partie de l'économie va-t-elle se montrer étanche à la fin de 15 années de taux d'intérêt négatifs ou proche de zéro? C'est la question que je vous pose. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. La courbe des bénéfices prospectifs est-elle encore crédible? Eh bien, historiquement, malheureusement, sa crédibilité est plutôt proche de pas grand-chose. Vous avez là donc en rouge, vous avez la courbe des bénéfices prospectifs. Donc moi, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et vous avez en bleu ce qui s'est réellement passé. Regardez bien, est-ce qu'une seule fois, les bénéfices prospectifs ont anticipé les bénéfices réels? Non. Et même parfois, il a fallu attendre que les bénéfices réels soient vraiment en chute avant que la courbe des bénéfices prospectifs s'aligne. C'est bidon. Enfin, voilà, donc c'est pour ça que c'est là en fait où on a vraiment on constate vraiment la limite du price earning forward. Alors maintenant, regardons du côté des secteurs, les secteurs bon marché versus les secteurs moins chers selon le PE de Shiller, parce que bien entendu, là on parle du S&P 500, mais moi je n'ai jamais dit qu'il fallait vendre toutes ces actions. Je parle moi d'allocation d'actifs, j'estime qu'il faut simplement augmenter la part des obligations dans votre allocation d'actifs. Maintenant, les actions, il faut continuer d'en acheter. Peut-être que certains shortent, on peut shorter les actions, mais imaginons que vous êtes plutôt un acheteur d'actions, il faut faire du stock picking, il faut commencer donc par de l'analyse sectorielle, et ça tombe bien, les ratios de valorisation que je vous ai présentés tout à l'heure sont disponibles pour les 11 super secteurs, c'est-à-dire les 11 secteurs au sein duquel sont classées les 500 actions du S&P 500. On va donc prendre le PE de Shiller. Rappelez-vous, le PE de Shiller actuellement du S&P 500 est de 29. Eh bien, on va comparer le price earning de Shiller de chacun des 11 secteurs par rapport à celui du marché. Celui du marché étant représenté donc par le S&P 500. Donc ces 11 super secteurs, d'ailleurs, je vous montre au passage, petit tuto, comment on y accède sur TradingView. Vous êtes ici donc dans la liste des marchés sur TradingView. Là, vous avez indice et là, vous avez, voilà, secteur S&P 500. Vous avez donc là les 11 super secteurs. D'ailleurs, vous pouvez cliquer dessus, ça vous donnera les composantes. Si vous les ouvrez, si vous cliquez dessus, ça vous... voilà. Et là, vous avez, j'ai pris par exemple la consommation discrétionnaire. Et là, vous avez à l'intérieur toutes les composantes. Donc voilà, ça vous permet ensuite de faire votre stock picking d'actions US. C'est un petit tips. Regardez les performances. Performance depuis le début de l'année.
voilà, les services de communication, la tech, la consommation discrétionnaire, l'industrie, c'est tout ce qui est hypercyclique est en hausse depuis le début de l'année. On peut se poser la question de savoir maintenant est-ce que c'est cher ou pas. Alors, eh bien, on en revient au ratio de valorisation. Moi, je vous dis, je vous conseille, mais c'était que mon avis, de vous tourner, de privilégier le price earning de Shiller, qui a l'avantage de ne pas être basé sur du vent. Hein. C'est la moyenne, c'est le PE de Shiller, c'est le prix du marché par rapport à la moyenne des bénéfices des 10 dernières années retraités de l'inflation. Le PE de Shiller du SP500 est de 29,36. Et bien donc, voilà, donc là vous avez le PE de Shiller du S&P 500, pardon, actuellement il est de 30. Je ne sais pas pourquoi j'avais mis 29,36. Donc d'ailleurs là, je vous remontre hein, l'impact, le rôle qu'a eu moins un sigma qui avait stoppé la baisse du marché pendant la crise sanitaire. Et là, vous voyez, donc on est au-dessus. La moyenne est ici. Hein. Donc on est là actuellement au-dessus de la moyenne. On n'est pas non plus survalorisé, c'est-à-dire au-dessus d'un écart type. Donc là, je vous ai mis, donc là, vous avez les 11 super secteurs du S&P 500. Et là, vous avez le PE de Shiller pour chacun de ces secteurs du S&P 500. Et donc, eh bien, le secteur bancaire est moins cher que moins cher que le marché. Les secteurs, comme par hasard, les secteurs défensifs, bah oui, sont moins chers, hein, forcément, les secteurs défensifs. Donc, voilà, moi j'aurais tendance à aller du côté, quitte à rester sur les actions, du côté des secteurs défensifs. Par contre, regardez la tech ou la consommation cyclique, c'est n'importe quoi. Un PE de Shiller de 40. De 40. Si vous voulez plus d'informations, vous avez toutes les datas. Alors, toutes les datas sont disponibles sur ce super site qui est Guru Focus. Vous avez même les graphiques avec le PE de Shiller pour chacun des 11 super secteurs. Donc là, vous pouvez aller vous faire plaisir pour avoir plus de détails. Marché action US est-il encore en surachat technique à court terme? Alors ça, c'est quelque chose que je vous avais montré. Fin juillet, il y avait des divergences baissières. Je vais vous montrer ça. Il y avait des résistances qui avaient été atteintes. Il y avait du surachat quantitatif. Et donc, tout ça a entraîné un mois d'août de prise de profit. Est-ce que cette phase de prise de profit est terminée? On va regarder le S&P 500, on va regarder l'aspect chartiste, l'aspect quantitatif. Alors, tout d'abord, je vous remontre ici l'indice S&P 500. La correction a débuté fin juillet. Déjà, alors, le marché avait retracé, il y avait le rebond ici, le marché avait retracé 80% de tout le bear market. Et puis donc, fin juillet, vous avez eu une structure en bearish engulfing en terminologie japonaise, précédée d'une superbe divergence de momentum. Tout ça, nous l'avions vu, c'était d'ailleurs très similaire avec ici des précédentes. Ici, c'était avant la chute du Covid, et là, c'était avant le bear market de 2022. Boum, voilà, on est en consolidation. Alors, quand est-ce que ce sera terminé? Ce sera terminé lorsque le RSI sera sur 50 et lorsqu'on sera revenu sur support. Maintenant, où est-ce qu'on en est sur le plan fractal? Alors, sur le plan fractal, moi, il y a deux hypothèses. Alors, l'hypothèse d'un ABC, et là qu'on repart en réplique du bear market de 2022, pour ça, il faut casser 4002. Voilà. Donc, c'est vraiment, tout à l'heure, je vous parlais du juge de paix fondamental, le rapport NFP, le juge de paix technique pour savoir si là, on ne fait que retracer le rebond depuis octobre et qu'il manque encore une jambe de hausse, ou si vraiment on est reparti en réplique du bear market de 2022. Le juge de paix technique, c'est 4200 points. C'est d'ailleurs même là aussi où passe la moyenne mobile à 200 jours. Mais donc moi, mon opinion actuellement, c'est que nous sommes... Alors, où ai-je un doute? Soit la vague 3 est terminée, et nous sommes en train de faire la vague 4. Dans ces cas-là, la 4 retrace entre 38,2 et 50% de la 3. C'est-à-dire, on retrace jusqu'à 4000, entre 4002 et 4003, et on fait une dernière jambe de hausse. Soit la vague 4, la vague 3 n'est pas terminée, et nous serions en fait, j'ai le sous-décompte ici, en train de construire, là vous avez la 3, et là je la sous-décompose, et nous serions dans la 4 de la 3. Dans ces cas-là, si nous sommes dans la 4 de la 3, on retrace jamais plus de 50% de la 3, c'est-à-dire que le rebond se ferait sur 4300, 4330. On serait pas loin. Donc c'est là moi où j'ai un doute. Si nous sommes vraiment dans la 4, on peut tout à fait retracer jusqu'à 4002 avant de rebondir. On peut tout à fait tracer jusqu'à 4002 avant de rebondir et d'ailleurs revenir s'appuyer sur cette moyenne mobile et la moyenne mobile à 200 jours et en même temps le super seuil des 4002. Soit en fait c'est la 4 de la 3 et en ce cas donc là on va s'arrêter assez vite pour repartir à la hausse. Alors moi j'ai plutôt tendance à croire que la consolidation est pas terminée parce que le retracement ne me semble pas encore assez profond
les divergences ne sont pas encore tout à fait épurées. Et puis surtout, j'ajoute à ça l'aspect quantitatif, où je vous avais montré donc que pour l'analyse court terme, j'utilise le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Donc là, vous avez le sommet qui a été fait fin juillet, où vous aviez 73%. Ici, vous aviez 73% d'actions du S&P 500 qui étaient supérieures à leur moyenne mobile à 50 jours. Elle est ici en rose. Alors oui, c'était pas tout à fait la zone d'excès, mais bon, voilà, on a reculé avant. On peut éventuellement tracer de résistance descendante comme ça. Bon. Et là, vous avez tous les points bas, octobre 2022, mars 2022, où on était à proximité d'une zone de survente. Là, on est là. On est là, voilà. Il y a, donc je pense qu'il y a encore, on peut encore aller chercher un peu plus bas avant de rebondir. Ça, c'est sur l'aspect quantitatif à court terme. Et donc, je pense qu'on peut travailler la zone entre 4002 et 4330 avant de trouver un vrai support et de mettre ce que j'estime être la dernière jambe de hausse avant que vraiment le bull market soit terminé, le rebond. Maintenant, si le bull market était déjà terminé, s'il s'est vraiment terminé à 4630 points, le signal technique pour confirmer une vue archi bearish en mode réplique du bear market de 2022, comme ça en ABC, le signal, ce serait de casser 4002. Et là, dans ces cas-là, on irait clairement chercher sous les 3005. Et ça, dans ces cas-là, c'est la récession, c'est 2024, voilà. Donc là, vous avez les principaux seuils techniques. Voilà, chers amis, écoutez, j'espère avoir répondu à cette question. En tout cas, vous avoir montré comment on peut savoir déterminer si le marché action ou pas est cher ou pas. Mais globalement, si on conclut sur le price earning de Shiller, oui, les actions américaines, que ce soit sur 10 ans ou 15 ans, elles sont au-dessus de leur moyenne de valorisation. Et elles ne sont pas encore surévaluées, mais voilà. Si on devait par exemple revenir là sur les records de 2021, oui, clairement, on serait survalorisé. Voilà, mais la clé reste les perspectives de bénéfices, le débat sur la probabilité de récession. Et n'oubliez pas cette semaine, justement, le rapport NFP vendredi. Merci à toutes et à tous.